Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va changer un peu des formats de vidéos que j'avais fait, les dernières fois parce qu'on va faire une interview de Jean Bricmont. Alors Jean Bricmont, vous avez peut-être déjà entendu son nom parce que c'est un professeur, émérite de l'université de Louvain en physique théorique et plus particulièrement en physique mathématique et en physique statistique. Et c'est lui qui relisait mes scripts en fait sur, les différentes vidéos que j'ai faites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une série d'interviews en fait avec lui. Aujourd'hui, c'est la première interview de cette série. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est en gros les questions fondamentales, ou les problèmes fondamentaux que rencontre la mécanique quantique. Donc vous allez entendre par exemple parler du problème de la mesure auquel j'ai consacré ma première vidéo, mais ça va aller plus loin que ça, vous allez voir, il y aura des choses, nouvelles, on va dire, par rapport au contenu de ma première vidéo. Sinon, bah, Jean Bricmont, il est auteur de 2 ouvrages sur la mécanique quantique. Donc un ouvrage, universitaire, qui demande quand même, un très bon niveau, en tout cas pour tout comprendre, on va dire, ça demande un très bon niveau en mathématiques. Donc cet ouvrage, c'est Making Sense of Quantum Mechanics. C'est un ouvrage, très reconnu et excellent que je vous conseille si le sujet vous intéresse. Mais une bonne façon de commencer, ça peut être de lire, Comprendre la mécanique quantique, qui en fait La est physique simplement quantique. une ver pardon? La physique Comprendre la quantique. physique quantique, pardon, qui en fait est juste une, enfin juste, c'est une version vulgarisée en fait, de cet ouvrage universitaire. Donc si vous vous intéressez au sujet et que vous n'avez pas encore, trop de connaissances, bah, c'est très bien de commencer par là. Je vous mettrai les liens de toute façon des livres dans la description. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tout dit? Bon voilà, enfin du coup, là ah oui et voilà et ce que je voulais préciser aussi, c'est que donc du coup là c'est la première interview. La prochaine interview, on fera sur, les variables cachées et la non-localité. On essaiera de faire en sorte que, les vidéos s'articulent bien entre elles et qu'il y ait une certaine, continuité. Donc c'est bien de regarder la première vidéo, surtout que cette première vidéo va servir d'introduction et donc on va discuter de certains problèmes, dont il sera question en fait dans les vidéos suivantes. Donc, voilà, je vous conseille de regarder cette interview jusqu'au bout. Voilà donc, bonjour Jean. Bonjour. Donc on peut commencer, je pense, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, non? J'ai pas oublié des informations? Non, simplement, je pense qu'il faut dire que le niveau de Oui. mathématiques requis pour suivre les vidéos n'est pas nul, mais il n'est pas élevé. Il est peut-être celui du lycée ou je ne sais pas. Et il ne faut pas paniquer en disant oui, moi je ne connais pas la physique. Il n'y a absolument aucun, pratiquement aucun prérequis en physique. Ouais. Et ça peut être suivi par des philosophes des sciences ou des étudiants intéressés par ces questions en physique, par exemple, ou en n'importe quelle science, dans quelle discipline scientifique, quoi. Ce n'est pas Ouais, ouais, du ouais. tout C'est restrictif. relativement abstrait, mais on va essayer de faire quelque chose d'assez accessible quand même, tout en étant rigoureux, quoi. Oui, Ça te on va va? voir. C'est optimiste en tout cas comme, comme description. Donc bah, 1 question, qu'est-ce que tu reproches en fait à la mécanique quantique? Qu'est-ce qui ne va pas d'après toi en mécanique quantique? Donc c'est une question très générale, mais Oui, oui, mais surtout qu'est-ce et disons, aussi peut-être qu'est-ce qui va en mécanique quantique? Parce que ton livre, tu le oui, commences oui, aussi, oui, 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 oui. Bon, moi, d'abord, premièrement, je ne conteste absolument pas les succès empiriques de la mécanique quantique. Je pense que les succès sont spectaculaires. Il y a des tas d'applications technologiques. Si nous pouvons communiquer ici, c'est en partie avec des effets quantiques. Et donc, je ne conteste rien de tout ça et tous les gens qui font partie de la discussion ne contestent rien de tout ça. Et donc, moi, je n'ai pas de, comment dire, c'est pas ça la question. La question, c'est, et on va essayer d'expliquer ça, c'est un certain nombre de discours, y compris tenus par des grands scientifiques sur la mécanique quantique, qui sont, je dirais, bizarres. Et ces discours, en fait, sont justifiés ou motivés, en tout cas, par des aspects de la mécanique quantique qui en font une théorie physique très particulière comme théorie physique, ou même qui n'est pas réellement une théorie physique. Et c'est ça ce que je voudrais expliquer. Donc, je vais commencer par, je vais, Ouais, donc du coup, euh, ça c'est un PDF du coup que Jean a préparé sur lequel il y a mhm. différentes citations, différents schémas. Ça C'est ça, facilitera l'interview, ça permet d'avoir un support, visuel, quoi. oui, c'est ça. Alors, je vais commencer par les pères fondateurs. Heisenberg, qui est peut-être le premier qui, en 1925, a réellement résolu un problème de mécanique quantique. La physique quantique existait depuis 1900. Il y avait Planck, Einstein, Bohr, et toutes sortes de gens qui ont fait des modèles ad hoc, c'est-à-dire des modèles qui rendaient compte des faits, mais des faits qui paraissaient échapper à la mécanique classique, effectivement, mais
sans dérivation fondamentale, sans dérivation profonde. Et Heisenberg est peut-être le premier à avoir trouvé résoudre un tel problème. Et il écrivait, entre autres, la conception de la réalité objective des particules élémentaires s'est donc étrangement dissoute, non pas dans le brouillard de nouvelles conceptions de la réalité obscure ou mal comprise, mais dans la clarté transparente d'une mathématique qui ne représente plus le comportement de la particule élémentaire, mais la connaissance que nous en possédons. Et donc, on a un discours, si vous voulez, qui porte sur la connaissance qu'on a, pas sur le monde, mais sur la connaissance qu'on a. Et Bohr, si on en croit son assistant Peterson, qui travaillait avec lui assez longtemps et qui exprime, à mon avis, clairement ce qu'il pensait, il n'y a pas de monde quantique, il y a seulement une description quantique abstraite. Il est erroné de penser que la tâche de la physique est de savoir ce qu'est la nature. La physique s'occupe de ce qu'on peut dire sur la nature. Moi, j'avais ce genre de phrase qui m'était donnée quand j'étais étudiant. Évidemment, je ne la comprenais pas. Parce que si on Oui, peut dire des choses sur la nature, on se comporte oui. dans la nature. Mais du coup, Et il y a une redéfinition de l'objet de la physique, quoi. C'est plus c'est ça, c'est ça. On a l'impression que l'objet de la physique, c'est notre connaissance. Mais quand on fait des études de physique, on n'a pas une heure ou même une minute sur la physiologie, de la Ouais, perception, sur le fonctionnement du cerveau, etc. Tout ce qu'on pourrait appeler le processus de connaissance, ou ouais. même la sociologie ou la psychologie. Bon. Et si on avait dit à Newton ou bien à Maxwell ou à tous les grands scientifiques que c'est une erreur de croire qu'il faut savoir ce qu'est la nature, ils auraient été très étonnés parce que je crois qu'ils voulaient savoir ce qu'était la nature. Hmm. Euh, et donc, c'est une redéfinition effectivement d'objet des sciences et c'est ça ce qui est un peu bizarre. Alors, d'autres citations qui sont encore plus choquantes, je dirais, Bernard d'Espagnac, qui est un grand physicien français, aujourd'hui décédé, mais il a écrit que la doctrine selon laquelle le monde est fait d'objets dont l'existence est indépendante de la conscience humaine se trouve être en conflit avec la mécanique quantique et avec des faits établis expérimentalement. Alors moi, effectivement, je croyais naïvement que les étoiles lointaines, ou même la Lune, les planètes, les dinosaures, tout ce que tu veux, existent indépendamment de ma conscience, certainement, et même de la conscience humaine, de la conscience de l'humanité tout entière. Il dit c'est faux, et alors il dit que c'est en conflit avec des faits établis expérimentalement, mais alors évidemment, est-ce que ces faits établis Hmm. expérimentalement dépendent aussi de ma conscience, ou bien est-ce qu'ils sont, eux, indépendants de la conscience humaine? Déjà, Ouais, cette phrase est assez contradictoire. ouais. Alors, il y a d'autres physiciens allemands, malgré son nom, Pascual Jordan, mais il était allemand, il était un des fondateurs avec Heisenberg, Born, de la mécanique quantique. Et il disait, l'électron, quand on mesure la position d'un électron, l'électron est forcé de prendre une décision, nous l'obligeons à prendre des précisions précises. Autrement, il n'était en général ni ici ni là. Il n'avait pas encore pris sa décision en faveur d'une position précise. Et il disait la même chose pour la mesure de la vitesse. Évidemment, c'est un peu bizarre cette façon de s'exprimer parce que nous ne sachions pas où l'électron se trouve, ça va, mais dire que l'électron doit se décider à prendre une position, c'est Hmm. une façon. On ne sait On pas, dirait c'est peut-être une métaphore, mais c'est une métaphore de quoi, je ne sais pas. ouais. Alors Wheeler, qui est un grand physicien aussi, qui a travaillé avec Bohr, il a écrit «Le passé n'est pas vraiment le passé tant qu'il n'a pas été enregistré». Autrement dit, le passé n'a de sens ou d'existence que s'il est enregistré dans le présent. Alors ça, évidemment, ça, de nouveau, je crois que les dinosaures, ils existaient avant qu'il y ait des êtres humains, avant qu'il y ait des paléontologues qui s'intéressent à ces bestioles, par exemple. Et donc, je ne vois pas pourquoi le passé n'a pas eu d'existence avant d'être enregistré dans le présent. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est David Mermin, qui est un physicien à Cornell, retraité aujourd'hui. Moi, j'ai fait ma thèse en partie sur des travaux de lui en physique statistique, et il a écrit, nous pouvons démontrer que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Alors là, évidemment, ça, c'est le sommet, mais l'origine de cette phrase, c'est que Einstein, qui lui était totalement critique de ce discours sur la mécanique quantique, et pas simplement parce qu'il était vieux et sénile et tout ça, pas du tout. Einstein, euh, il travaillait à l'Institute for Advanced Study à Princeton, c'est là qu'il avait été après avoir immigré aux États-Unis. Et Pais avait travaillé, Bohr après la guerre, et puis il a été travaillé aux États-Unis, il accompagnait Einstein sur le chemin entre l'Institut et sa maison. Et Einstein, irrité par tout ce discours sur la centralité de l'observation, de l'observateur, etc., s'est tourné vers lui. Il a dit, est-ce que vous croyez vraiment que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde? Ce qui pour lui, évidemment, était une Absurde. réduction Ouais, absurde. ouais, Et Mermin dit, non, non, vraiment, la ouais. Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. On verra dans la suite des exposés que ce n'est pas vrai, mais
c'est pour donner une idée du genre de choses que des gens, par ailleurs sérieux, c'est pas je sais pas, des adeptes d'un mysticisme général à un autre. Non, non, c'est un scientifique tout à fait normal. Alors voilà, ça c'est un peu j'en ai des tas hein, dans mon livre, il y en a beaucoup plus, mais c'est un exemple, c'est une façon de mettre un peu, de poser la scène, si on veut, Ouais. du débat. Oui, et puis ça permet de voir du coup ce qu'il y a de ce que en général on attribue comme thèse radicale à la mécanique quantique, à savoir du coup le rôle central de l'observateur qu'on voit avec la station de Mermin, mais aussi Aussi les autres. Oui. ouais, mais aussi l'idée qu'il y aurait une redéfinition de l'objet de la physique et que elle Oui, s'apporterait bien pas sur sûr. la nature, mais sur la connaissance qu'on a de la nature. C'est ça. Oui. Ok. Alors, et du coup, la deuxième question que j'allais te poser, du coup, c'est euh, une expérience très célèbre en mécanique quantique qui est utilisée ben, pour introduire un certain nombre de questions en fait, relatives au fondement de la mécanique quantique. C'est l'expérience de la double fente. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça révèle, on va dire, comme mystère, si vraiment mystère il y a en fait, sur le monde quantique? Oui. Cette expérience est décrite par Feynman comme étant l'expérience cruciale. C'est pas la seule, à mon avis, mais Feynman étant un des plus grands physiciens de l'après-guerre, euh, l'expérience qui illustre, si on veut, les problèmes de la mécanique quantique. Alors, l'expérience est la chose suivante. Tu as un mur avec deux trous potentiels. Ici, un trou est fermé. Là, ils sont tous les deux ouverts. Et tu as une source qui envoie des électrons euh, vers ce mur. Alors évidemment, beaucoup d'électrons vont dans le mur et on n'en parle plus. Mais et quand ce trou est bouché, les électrons passent ici. Bon, ceux qui vont participer à la suite de l'histoire passent nécessairement ici. Et alors on regarde la distribution de l'impact de ces électrons sur le mur ici. Et alors évidemment, on a une courbe comme ça parce que si on réfléchit classiquement, quand on envoie les électrons, ils n'ont pas tous la même vitesse, pas tous la même orientation, etc. Et donc, on a des impacts ici qui sont un peu différents. Et évidemment, si on ferme l'autre trou et qu'on laisse ce trou-là ouvert, alors évidemment, on a une courbe similaire, mais centrée sur ce trou-là plutôt que celui-là. Et alors, la surprise vient quand on ouvre les deux trous, parce que naïvement, on pourrait s'attendre à voir la courbe en pointillé quand on fait la densité de détection des électrons. Alors, je veux dire, on envoie les électrons un par un, donc il n'y a pas de question d'interaction entre les électrons ou quoi que ce soit, mais on a des statistiques, si on veut, de l'endroit ou de l'impact des électrons. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est cette courbe ondulée ici. Et le mystère, si tu veux, c'est que à cet endroit-là, par exemple, il n'y a pratiquement pas d'électrons ou zéro électron qui arrive, alors qu'il y a des électrons qui arrivent quand un seul trou est ouvert. Donc on a l'impression qu'en ouvrant un autre trou, on diminue le nombre d'électrons qui arrivent en un point là où il serait arrivé s'il n'y avait qu'un seul trou ouvert. Et évidemment, la même chose se passe avec l'autre trou, où ici on a beaucoup d'électrons, et dès qu'on ouvre le trou du bas, ça diminue. Et ça donne lieu. Alors, si au lieu d'avoir des électrons, on avait des ondes sonores, des ondes sur l'eau, peu importe, on aurait ce qu'on appelle des phénomènes d'interférence, c'est-à-dire si la source ici était une onde et là c'est une onde aussi, alors on s'attendrait à ce qu'il y ait des interférences entre les deux ondes et qu'on ait ce genre de dessin. Mais le problème évidemment des électrons, c'est qu'on, contrairement aux ondes, on les détecte toujours en un point donné, tandis que l'onde, elle est spatialement étendue. Et ça, c'est ce qui est bizarre. Alors, il y a tout un discours sur la dualité onde-particule, onde-corpuscule, onde-particule. On dit électron est parfois une onde, parfois il est une particule. Quand il n'y a qu'un trou, il est une particule. Quand il y a deux trous, il est une onde, etc. Et on se demande comment le malheureux électron sait, quand on l'envoie à partir de la source, s'il doit se comporter comme une onde ou une particule, puisque il ne sait pas à l'avance, si on peut parler de savoir, s'il y a deux trous ouverts ou pas. Et alors, le mystère s'épaissit. Attends, le mystère s'épaissit si tu mets quelqu'un ici qui, d'une certaine façon, détecte le passage de l'électron, et tu regardes uniquement les événements où on ne détecte pas le passage de l'électron, d'accord? On ne détecte pas le passage de l'électron. Et donc, il passe nécessairement par ce trou-là. Alors, on va retrouver cette courbe-là, la courbe centrée sur le trou du bas. C'est-à-dire que simplement savoir que l'électron ne passe pas par ce trou a le même effet que de boucher le trou comme on le fait ici. Donc ça, alors là, c'est là qu'intervient la connaissance, le savoir et des Mm. trucs comme ça. Alors je D'accord. vais donner une autre
image, bon, où on a un électron, bon, la source d'électrons. Ici, on a deux trous, on a le détecteur. Donc, chaque fois que c'est un détecteur, ça va faire un clic quelque part. Et alors, on regarde le détecteur à plusieurs endroits. Et on a ces courbes de nouveau, et puis on a la courbe combinée. Et l'algorithme mathématique, juste l'algorithme mathématique pour calculer cette courbe, Ah. ou ces deux courbes-là, ces trois courbes, si vous voulez, c'est très simple. Tu as, oui, tu Non, veux dire non, quelque c'est chose? juste qu'à un moment donné, ça s'est figé en fait. Tu as dit l'outil Ah, mathématique pour, mais ça ah, a repris, là, c'est bon. ok. Donc, tu as une fonction qui est une onde qu'on appelle phi1 ou psi1, plus tard on l'a appelé psi1, mais qui se propage à partir de ce trou-là. Ouais, Et le carré de la valeur de cette onde sur le deuxième mur, ça va être la courbe P1. Et le ouais. carré ici, ça va être la courbe P2. Mais la recette, c'est que quand les deux trous sont ouverts, il faut calculer phi1 plus phi2, la somme de ces deux ondes au carré. Mm. Alors, si vous connaissez la formule que A plus B au carré, c'est A carré plus B carré plus 2AB, alors ici, vous aurez évidemment phi 1 carré plus phi 2 carré, donc la somme de ces deux termes, Mm. plus 2 phi 1 phi 2. C'est un peu plus compliqué parce que phi 1 et phi 2 sont en fait des nombres complexes, mais laissons ça de côté. Alors, évidemment, ce deuxième terme va affecter la courbe et produire ce résultat-là. Alors, je vais encore montrer pour illustrer ce qui se passe un dessin qui montre la propagation d'une onde avec les impacts ici. Donc ici, c'est une onde. Évidemment, l'amplitude de l'onde va être représentée par ça. Mais quand il s'agit d'électrons, en réalité, on va voir un électron arriver là, 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 là. Et quand on fait la densité des électrons, on va obtenir cette courbe-là. Et pour le bas, évidemment, si on ne voit que le coup du bas, c'est la même chose. Maintenant, si on regarde les deux trous ouverts, alors on voit des effets d'interférence et l'intensité de l'onde, et par conséquent, le nombre d'impacts va donner une image oscillatoire. OK? Ok. Donc le comportement individuel de chaque électron s'apparente à celui d'un corpuscule ou d'une balle de tennis, mais les statistiques qu'on obtient quand les deux fentes sont ouvertes enfin, témoignent de propriétés ondulatoires, quoi. C'est Faudrait ça, oui. dire Comme tu ça. dis, avec des balles, si tu avais des balles de fusil, par exemple, avec les deux trous ouverts, Ouais, on retrouverait la courbe ondulée. ouais, on n'aurait Voilà, pas les franges d'interférence. Ouais. c'est ça. Les électrons, c'est avec des petites particules. Mais Enfin, par ça arrive. contre, individuellement, chaque électron, quand on mesure sa position sur la deuxième paroi, il occupe toujours une partie bien, enfin une position bien C'est précise. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Alors c'est qu'une ça. onde, c'est quelque chose de délocalisé. Donc c'est, du coup, C'est c'est ça. là. C'est ça ce qui est bizarre, c'est que, alors il dit parfois il met ses habits de particules, parfois il met ses habits d'ondes, etc. Tout ça, c'est très, très Hmm. bizarre. Mais mathématiquement, comme je dis, la recette mathématique pour résoudre le problème, elle est relativement simple. Il faut calculer ce qu'est une onde suivant l'équation de Schrödinger, mais peu importe qui sort Ouais, d'un trou, qui sort de l'autre, et puis on fait la somme des deux au ouais, carré. ouais, ouais. Il y a une recette. La recette n'est pas ambiguë, Ouais, tu vois, et elle marche. d'accord. OK? Et donc justement, bah, ça m'amène à la question suivante. On vient de voir le schéma. C'est que du coup, la façon dont enfin, l'outil mathématique qui est utilisé pour prédire les résultats de l'expérience des formes de Young, mais aussi des autres expériences, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde. C'est Donc ça. c'est un objet mathématique qui est central en mécanique quantique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ce que c'est que la fonction d'onde? Oui. Mais on va passer le restant de l'interview aujourd'hui à expliquer ça. Mais pour commencer, je peux donner l'image des orbitales atomiques. Alors, les orbitales atomiques, c'est un truc que vous voyez dans tous les cours élémentaires de physique et de chimie, peut-être même au lycée, je ne sais pas, où on vous représente le plus simple, évidemment, c'est le disque, et puis on a toutes ces formes-là. Et l'idée, c'est que ce disque représente la région. Donc, on associe à chaque électron autour du noyau une fonction d'onde, et ces dessins représentent les régions où la fonction d'onde est significativement différente de zéro. Parce que comme objet mathématique, elle s'étend à l'infini. Mais disons, on va prendre la région où elle a 90% ou 95% de ses valeurs, et le reste, c'est une valeur qu'on néglige. Et donc, ça donne un objet comme ça, le plus simple. Mais alors, il y a d'autres courbes, d'autres schémas, et ces autres schémas correspondent à d'autres solutions de la fameuse équation de Schrödinger qui permet de calculer les fonctions d'onde des états de l'électron, de différents électrons autour du noyau dans un atome. Et c'est. Mais alors, évidemment, si je demande à un physicien, mais qu'est-ce que ça représente vraiment? Est-ce que ce sont des orbites?
Est-ce que c'est une densité de présence de la particule? Est-ce qu'une densité de ce qui se passe quand on observe la particule? Est-ce qu'il faut penser à la particule comme en fait une onde avant qu'on l'observe, etc. Là, ça, c'est pas clair. Mais ça, c'est la définition, si tu veux. Alors, pour l'expliquer en un temps, Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit c'est la définition? mais la définition n'est pas claire ce que ça veut dire, tu vois. Enfin, pour Ouais, l'instant, le même dessin, ce la schéma, façon tu le dessin est peux... un dessin. Le dessin est un Oui, oui. dessin. Si tu regardes dans Wikipédia où j'ai trouvé ce dessin, ils te disent que c'est la probabilité, ça représente la densité de probabilité de présence de l'électron à un point donné. Bon, ça c'est aussi mon point de vue en fait, mais ça on y viendra plus tard. Je dis simplement que la question que tu peux poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement, Hmm, puisque après tout c'est le dessin d'une onde dont tu dessines le support, d'accord? Et alors ouais. la dessin des particules n'est pas évident. Alors ici, je l'explique un peu mathématiquement. Bon, ici, je vais utiliser la lettre psi plutôt que phi, mais ça, c'est pas important. Psi, c'est plus habituel. Donc Et psi, donc, c'est c'est la une fonction fonction d'onde. Enfin, la fonction pour d'onde, c'est préciser. ça? La fonction d'onde et de la forme une fonction de x, y, z. Et tu peux la voir comme une fonction définie sur l'espace ordinaire et sa valeur en un point donné de cet espace a un sens. Et les orbitales représentent la région de l'espace où la fonction d'onde est significativement différente de zéro. Donc ici, chaque petit dessin présente une fonction d'onde différente parce que correspondant, disons, à des niveaux d'énergie ou de moments angulaires différents dans l'électron autour de l'atome. Okay. Donc ça veut dire qu'en chacun des points de l'espace physique en 3 dimensions dans lequel on vit et on perçoit les phénomènes, on peut attribuer, quand il n'y a qu'une seule particule, on peut donner une valeur précise de la fonction d'onde en ce C'est point-là ça, de l'espace. c'est Ce ça. Et point qui est pour une particule, identifié du coup par x, y, z, les coordonnées cartésiennes, quoi. c'est ça. Pour une Ouais. particule, ça ne pose pas de problème Ok, particulier. très bien. Et donc du coup, euh, enfin, peut-être on parlera après du cas quand il y a plus, enfin du cas où il y a plusieurs particules justement, qui Oui, est c'est peut-être ça. un peu plus épineux, mais on va peut-être Oui, c'est garder beaucoup ça plus épineux. justement pour la suite. Mais en attendant, on va peut-être parler du problème qui est le plus emblématique du champ des fondements de la mécanique quantique, c'est le problème de la mesure. Et donc on peut pas ne pas en parler. Et donc je te laisse nous expliquer ce que c'est. Et après, tu Oui, as certaines critiques ou certaines oui, je pense que c'est réserves. pas le problème fondamental. Ouais, Je pense que c'est pas le problème plus fondamental, mais comme c'est celui c'est le plus qu'on utilise emblématique, mais d'habitude, je vais, oui. Alors, pour expliquer simplement ce problème, on va considérer ça un peu plus simple de commencer avec d'autres quantités que la position, la vitesse, l'énergie, le moment angulaire et toute une série de qu'on appelle des observables qu'on peut mesurer. Et prenons une quantité physique pour prendre différentes valeurs. Par exemple, l'énergie, en mécanique quantique, souvent l'énergie prend des valeurs discrètes, c'est-à-dire des multiples d'une certaine quantité ou le carré. Enfin bon, ce sont des ouais, valeurs à 1, à 2, à n. À n pouvant, la suite pouvant aller à l'infini, mais je vais prendre une suite finie pour simplifier. Et il existe un algorithme quantique, un algorithme mathématique, que je ne vais pas expliquer, qui permet de calculer les probabilités quand on a la fonction d'onde psi que j'indique ici et une quantité qui prend ces valeurs-là, les probabilités d'obtenir un de ces résultats si on mesure la quantité physique associée hmm, à ces valeurs. Alors, je considère ici un nombre fini de valeurs possibles, mais ce nombre peut être infini, et même prendre un continuum de valeurs comme pour la position, parce que la position, en principe, sur une droite, ça prend toutes les valeurs réelles, et dans R3, ça prend toutes les valeurs de triplet de nombres réels, et donc c'est ce que j'appelle un continuum. D'accord? ouais. Mais pour simplifier. Alors, toujours pour expliquer le problème de la mesure, c'est qu'on associe à chacune de ces valeurs possibles une fonction, on appelle un état propre, mais peu importe, psi 1, psi 2, psi n, et si après une mesure, on observe le résultat A1, la fonction d'onde devient psi1. Si on observe le résultat A2, la fonction d'onde devient psi2, et ainsi de suite jusqu'à n. Et de façon, et ça c'est ce qu'on appelle un saut, une réduction, un collapse en anglais, un effondrement en français, on va essayer de parler français. Ces sauts sont instantanés et aléatoires. Ils sont aléatoires parce qu'ils apparaissent avec des probabilités P1, Pn, et ils sont instantanés, c'est-à-dire quand on fait la mesure, la fonction d'onde saute à cette nouvelle, on a une nouvelle fonction d'onde qui est une des fonctions d'un psi n. Et alors, ça c'est un fait mathématique que je ne vais pas démontrer évidemment, c'est que l'évolution de la fonction d'onde en dehors des mesures est donnée par l'équation de Schrödinger,
et cette évolution est continue et déterministe. Il n'y a rien d'aléatoire dans l'évolution de Schrödinger. Et tout ce qui est aléatoire dans la mécanique quantique vient de ce qui se passe lors des mesures. Mais ce qui est bizarre, c'est que, et alors aussi, l'évolution donne une évolution continue de la fonction d'onde, tandis qu'ici, boum, 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 elle saute à psi 1, psi 2 ou psi n. D'accord, Et attends, peut-être pour revenir, juste pour oui, s'assurer que tout le monde ait bien compris. Du coup, les valeurs A1, A2 jusqu'à AN, c'est les valeurs qu'on va observer sur notre appareil de mesure, qu'on va lire sur notre appareil de mesure. Et à chacune de ces valeurs correspond une certaine fonction, on appelle ouais, enfin, fonction propre, ou, donc la psi 1, psi 2 jusqu'à psi n. Et donc, si on fait une mesure sur le système et qu'on trouve A1, on va corriger, enfin modifier la représentation mathématique qu'on a du système en lui donnant la fonction psi 1, quoi, comme c'est psi 1, ça? psi 2, etc. Ouais. Oui, c'est ça. Et Et donc, donc, on a, ouais, et donc ce changement, on le fait instantanément et il y a quelque chose d'aléatoire parce qu'on ne peut pas prédire avec certitude quel sera le résultat de la ça c'est mesure. l'idée, ouais. Voilà, C'est et du ça. coup, c'est en contraste, c'est en opposition, c'est incompatible avec l'équation de Schrödinger. Oui, mais donc on a deux, tu vois, la fonction d'onde, et ça c'est des trucs que les gens oublient parfois, a deux façons d'évoluer. Il y a une évolution en dehors des mesures, en dehors, et puis une évolution lors des mesures. Ouais, Évidemment, alors comme en fait les mesures, tout le monde sait ce que c'est quand on travaille dans un laboratoire, ce n'est pas défini dans le formalisme, c'est un deus ex machina dans le formalisme. Et donc, c'est pour ça que toutes les insertions un peu bizarres sur la Lune qui n'est pas là quand on ne regarde pas, etc., sont faites, celles que j'ai mentionnées, parce qu'il y a cette centralité de la notion de mesure dans le formalisme. C'est un ouais, truc qui n'existe pas en physique classique. Tu vois, je vais faire le contraste suivant. Si je dis en mécanique qu'un astre ou la Lune ou peu importe se trouvera à tel endroit dans 6 mois, je dis qu'il se trouvera à tel endroit dans 6 mois, dans un système de coordonnées, dans le ciel, etc. Je ne dis pas que si je regarde avec un télescope, je le verrai à cet endroit-là. ouais, Le fait que je le verrai avec un télescope est peut-être vrai si le télescope fonctionne comme prévu, si j'ai les bons yeux, si le ciel est dégagé, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle des hypothèses additionnelles pour que le fait physique concerne, qui est un fait de mécanique céleste concernant la position de la Lune, implique la proposition sur le télescope. Mais ouais. proposition de la physique classique, de la mécanique céleste, ne dit rien sur le télescope. Elle ne dit rien sur le télescope, rien sur l'optique, rien du tout. Elle dit simplement où va se trouver l'astre après un certain temps, où va se trouver. Tandis que si je prends un électron et je dis voilà, sa fonction de onde est ça, et je dis qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, malheureusement, ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est que si je l'amène dans un laboratoire et que je fais telle ou telle mesure d'une quantité physique sur cet électron, je vais obtenir tel et tel résultat avec telle et telle probabilité. Et si on revient à la détection des particules en un point, ben ici, on a, si on veut, cette onde, et puis la détection, elle va être en un point, et la fonction d'onde va s'effondrer, si on veut, peut-être pas en un point, ça, mathématiquement, c'est un peu difficile, mais disons, va s'effondrer près de là où on la détecte, et donc, de nouveau, on a cette discontinuité dans l'évolution de la fonction d'onde qui, sinon, évolue, comme je l'ai expliqué là-bas. Par exemple, ça, c'est une évolution de l'équation de Schrödinger. C'est parfaitement continu, etc. Mais si on détecte l'électron là, oups, la fonction d'onde s'effondre. Ok, donc enfin, ce qu'il faut garder en tête du coup sur le problème de la mesure, c'est qu'on a deux dynamiques qui sont C'est incompatibles. ça. Une dynamique qui est déterministe avec une évolution continue de la fonction d'onde en dehors des mesures qui est donnée par l'équation centrale en mécanique quantique standard, l'équation de Schrödinger, et une autre évolution qui est spécifique aux mesures qu'on appelle effondrement de la fonction d'onde règle de Born. Euh, Enfin, pas tout à fait règle de Born, Non, mais effondrement de la non, fonction laissons d'onde, on va tomber la dire. règle de Born. La règle de Born, c'est Ouais, parce qu'il y a les probabilités. l'algorithme qui te permet de calculer les Ouais, les probabilités. probabilités. Mais donc, du coup, on va dire, pour simplifier, effondrement de la fonction d'onde. Et donc, ces deux dynamiques sont incompatibles, quoi. Et donc, il y a une tension. Et C'est comme ça. on donne une place spécifique aux mesures, bah, ça pose le problème de savoir qu'est-ce qu'une mesure, comment on définit une mesure. Et ça, c'est un Elles ne sont problème. pas définies. C'est pour ça que tu as tout ce discours sur l'observation, la connaissance qu'on en a, etc., etc. Et effectivement, si tu prends l'orthodoxie quantique telle qu'elle est dans les cours, telle qu'elle est officiellement dans les livres, alors effectivement, la Lune, ça a un sens pour moi de dire où elle sera dans 6 mois, j'en sais rien, mais je ne suis pas euh, astronome, mais Ouais. par contre,
d'électrons, si je donne sa fonction d'onde, ça n'a pas de sens. Vraiment, enfin, si on est honnête, ça n'a pas de sens ce qu'est les propriétés de l'électron en dehors du laboratoire. Et donc, on a un discours qui, effectivement, maintenant met le laboratoire, les mesures au centre de tout, et par conséquent l'homme, et par conséquent la conscience Hmm. humaine. S'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas de conscience humaine, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des laboratoires? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait des laboratoires à l'époque des dinosaures? Tu vois? Ouais. Oui, c'est pas ce qu'on attend d'une théorie physique, quoi. Ouais. Alors, tout à l'heure, je t'ai pas posé la question, mais du coup, il y avait un terme qu'on a utilisé qui est quand même important et qu'on n'a pas défini, c'est le déterminisme. On a parlé du coup pour opposer ou enfin contraster, opposer les deux dynamiques. Ouais. Euh, Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire que le déterminisme de l'équation de Schrödinger, c'est simplement que si je te donne la fonction d'onde d'une particule, de plusieurs particules en un temps qu'on va appeler zéro pour simplifier, alors l'équation détermine mathématiquement la fonction d'onde tout temps ultérieur, et en fait même tout temps antérieur, mais ça c'est pas tellement intéressant, tout temps ultérieur, s'il n'y a pas de mesure qui intervient entre les deux. Et donc, ça, c'est une propriété mathématique, c'est une propriété des équations différentielles. C'est que si tu as une condition initiale, alors tu as aussi une condition finale qui est déterminée, c'est tout. ouais, C'est pas contrairement du très. coup Mais à. seulement lors de la mesure. Le problème, moi, ça ne me dérange pas que l'équation soit indéterministe ou déterministe, c'est pas ça mon problème, c'était pas le problème d'Einstein non plus. Le problème, c'est pourquoi est-ce que les mesures jouent un tel rôle dans le formalisme? Ouais, Dans le formalisme d'une théorie physique. Théorie physique, ça doit s'appliquer à un univers. D'ailleurs, ça s'applique à un univers où il n'y a pas d'être humain. Tout le monde pense que la physique était vraie à l'époque des dinosaures, ou même avant l'apparition de la Terre, ou lors du Big Bang, etc., etc. Donc, il doit y avoir moyen de parler du monde sans parler des mesures. Et ça, c'est tout le problème. d'accord. Ok, bah, c'est très clair, merci. Et donc on a parlé du problème de la mesure. Et tu voulais ajouter quelque chose ou? Non, non. Ok, je voulais pas te couper. Et donc c'est un problème un peu incontournable. Alors du coup, on verra justement que c'est un peu trop central, d'après toi, ce problème de la mesure. En tout cas, on lui donne une place un peu trop centrale dans le débat sur les fondements de la mécanique quantique. Et donc une autre, voilà, enfin cette fois-ci c'est une expérience de pensée, mais une expérience de pensée qui elle aussi du coup a une place centrale dans les discussions sur les fondements de la mécanique quantique, c'est l'expérience, enfin, ou surtout en plus dans la culture populaire, donc c'est peut-être pour cette raison aussi que c'est intéressant d'en parler, c'est l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, Ouais. qui est souvent du coup très mal comprise en fait. Ouais, Euh, ça, c'est pas ce que je veux dire. ouais, et donc bah, je te laisse expliquer en quoi ça consiste. Oui, c'est ça. Ben, le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée qu'il a inventée dans un article de 1935 qui s'appelle La situation actuelle en mécanique quantique ou en physique quantique, où on a ici une boîte où il peut y avoir, bon, il pense à une désintégration de particules, mais ça peut être n'importe quel phénomène quantique qui se produit ou ne se produit pas. Il a une certaine probabilité de se produire. Et s'il se produit, comment dirais-je, il y a un mécanisme purement classique qui le relie à un marteau ici, qui casse une fiole de poison, et on est dans une pièce hermétiquement fermée dans laquelle se trouve un chat. Et si la fiole est cassée, alors le chat meurt, et si elle n'est pas cassée, il est vivant. Et alors, évidemment, alors ça, c'est de nouveau une propriété du formalisme quantique de l'équation de Schrödinger. Si on ne fait pas de réduction, ce qui se passe, c'est qu'alors, on a une fonction d'onde du système qui est une fonction d'onde du chat vivant plus une fonction d'onde du chat mort. Comme j'avais expliqué ici, par exemple, on fait la somme de deux fonctions d'onde, d'accord, pour trouver ces Mm. probabilités. Et donc, ces sommes de fonctions d'onde, on les a partout dans le formalisme. Et ici, on a la fonction d'onde du chat vivant plus la fonction d'onde du chat mort. Et pourquoi Schrödinger a introduit cet exemple qu'il appelle burlesque dans son texte, j'ai été le vérifier, euh, il appelle ça un exemple burlesque parce que lui, il considérait que peut-être pour une particule, on pouvait considérer qu'il y avait une fonction d'onde qui passe par un trou et par l'autre et une superposition, etc. Mais comme la logique de la théorie quantique mène à l'idée que le chat est que l'état du chat est superposé, Schrödinger dit ça c'est sûrement faux. C'est-à-dire que les pères fondateurs disaient que la mécanique quantique est complète, c'est-à-dire c'est une description, la fonction d'onde est une description complète du système. Mais quand on arrive à une situation où la fonction d'onde, c'est la somme d'une fonction d'onde d'un chat vivant plus une fonction d'onde d'un chat mort, alors dit Schrödinger, ça c'est sûrement pas une description complète,
parce qu'on peut rajouter une variable, le chat est mort ou le chat est vivant, qui ne sont pas des fonctions d'onde. Et donc, il y a un état réel du chat, pour lui, qui va au-delà de ce que décrit la mécanique quantique, et par conséquent, la mécanique quantique n'est pas complète. Ça, c'était Mm. l'argument de Schrödinger, qui est tellement mal compris que par un scientisme tout à fait bizarroïde, beaucoup de gens croient que Schrödinger a montré que le chat est dans un état superposé. C'est la fonction d'onde du chat, mais l'identification entre la fonction d'onde du chat et le chat, c'est justement ce que Schrödinger voulait éviter en disant cette fonction d'onde, manifestement, ne peut pas représenter le chat parce que lui est vivant ou mort. Et maintenant, évidemment, on peut dire oui, on réduit la fonction d'onde, mais pourquoi la réduit-on? Quel est le phénomène qui va la réduire? Ah, c'est parce qu'on regarde. On ne peut pas sérieusement croire qu'avec cette fiole, etc., si on regarde par un trou dans la boîte, on fait un trou dans la boîte et on regarde l'état du chat, on affecte l'état du chat. C'est pas vrai. Et donc, le fait de regarder ne va rien changer à l'état du chat. Et donc, il faut forcément que le chat soit vivant ou mort avant qu'on le regarde ou avant qu'on ne fasse quoi que ce soit. Et par conséquent, que la mécanique quantique ne soit pas une description complète du chat. Mais alors, évidemment, dans la culture populaire et dans les livres de vulgarisation, l'identification entre cet état qui est une pure construction, un pur objet mathématique, la fonction d'onde qui est la somme des deux, et le chat réel vivant ou mort dans la boîte, on identifie les deux, et alors on dit, oh, la mécanique quantique dit que le chat est à la fois vivant et mort. Mais Schrödinger pensait tout le contraire, il disait ça c'est burlesque. Évidemment que c'est pas la même. Alors, évidemment, dans la culture populaire, tu as, je dis ça tout le temps, la Chine de Schrödinger qui va conquérir Mm. le monde, l'économie va s'effondrer, l'armée russe, etc. En fait, tu as toute une série de trucs populaires où on te prend des états contradictoires entre eux et on te dit c'est le truc de Schrödinger. Mais non, Schrödinger n'a jamais pensé que ça reflétait l'état réel du monde. Il pensait que c'était une réduction à l'absurde de la doctrine selon laquelle la fonction d'onde est une description complète de l'état du monde. Mm. Ouais, c'est une façon de rejeter la thèse selon laquelle la mécanique quantique ouais, était une description Et complète. complète. Ouais. C'est ça. On y reviendra dans les exposés suivants parce que c'était aussi, c'était aussi le souci d'Einstein. En fait, le chat a été inventé par Einstein qui avait inventé un baril de poudre qui à la fois explose et n'explose pas. Il avait écrit ça dans une lettre à Mm. Schrödinger, mais je pense que l'histoire du chat a été Ouais. un peu plus populaire parce qu'il y a tous les amoureux des chats qui se sont mobilisés en faveur du chat. Ok, non, bah, très bien, je n'ai pas de questions particulières, je pense que c'était très clair. Et donc, du coup, ce qui serait intéressant maintenant, c'est maintenant que tu as présenté le problème de la mesure et l'expérience de pensée du chat, c'est en quoi est-ce que, selon toi, ben, ça a tendance un peu à, enfin, ça a eu tendance à, euh, comment dire, détourner l'attention des physiciens et des physiciennes vers, enfin, vers un problème qui n'est pas le principal problème finalement de la mécanique quantique. Oui, Qu'est-ce qui ne va, enfin, qu'est-ce qu'on peut en faire du coup, comme, qu'est-ce qu'on peut faire, pardon, comme critique en fait oui, oui. voilà. Tu vois, oui, je vais expliquer ça parce que tu vois, ça, c'est un truc qui est souvent pas. Enfin, le problème du chat, c'est déjà que la fonction d'onde ne décrit pas l'état. Bon, dans le cas du chat. Mais ça va plus loin, parce que si je prends deux particules, l'orthodoxie quantique, je dis bien l'orthodoxie, ce qu'il y a dans les livres, etc., c'est que la fonction d'onde va être une fonction des variables x1, y1, z1 qui sont des variables associées à la première particule, x2, y2, z2, qui sont attachées, sont des coordonnées cartésiennes, si tu veux, mais qui sont attachées à la deuxième particule. Et il faut bien comprendre que si tu as, par exemple, deux charges électriques, chaque charge engendre un champ électrique et le champ résultant est la somme des deux champs définis toujours sur le même espace R3, l'espace habituel. Mm. Mais ici, on a une fonction de deux particules qui n'est pas définie sur l'espace R3 habituel. Et ce serait simple si c'était un produit de deux fonctions sur l'espace ou une somme. Non, non. Ça peut être un objet compliqué et on verra dans les exposés suivants. C'est très important que ce soit un exposé, un objet compliqué qui dépend réellement, non trivialement, comme on dit en mathématiques, de ces trois particules. Et Quand cette tu, fonction d'onde ne peut pas être vue, tu ne peux pas dire quelle est la valeur de la fonction d'onde en un point, tu vois? quand tu dis qu'un champ électrique ou un champ magnétique est défini sur R3, c'est-à-dire que n'importe quel triplé, enfin, je prends trois valeurs X, Y et Z, pour n'importe quel triplé de valeurs, le champ électrique ou le champ magnétique aura une certaine, enfin, attribue une certaine valeur, enfin, a une certaine Le valeur nombre, en fait. oui, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est une fonction, oui.
Et donc, on vit dans un espace en 3 dimensions, donc du coup, ben, ça tombe bien, quoi, on va dire, pour le champ électrique et le champ magnétique. Mais là, c'est différent parce que du coup, on n'est plus, enfin, la fonction d'onde n'attribue pas une valeur à n'importe quel point de l'espace en 3 dimensions, mais elle attribue une valeur à n'importe quel point de l'espace à 6 dimensions si on est dans le cas de 2 particules, dans un C'est système ça, avec 2 c'est particules. ça. Et ça n'a pas de sens de dire quelle est la Voilà, valeur de son nom en ce point-là. Mais non, ouais, en plus, dans tous ces trucs, je regarde toujours les choses à temps fixé, parce qu'en plus, tous ces objets, le champ magnétique, le champ fonctionnant, tout ça, ça dépend du temps. Mais ouais, pour simplifier, oui, mais tu vois, le problème, c'est que si tu passes à n particules, alors la fonction d'onde est définie sur un espace qu'on appelle l'espace de configuration, qui regroupe des coordonnées, un triplet de coordonnées pour chacune des particules. Et donc maintenant, c'est défini sur un espace défini R3n, R ouais, exposant, qui est un espace en général non représentable. D'accord? C'était une des choses, évidemment, que je connais même le nom allemand pour ça, Unanschaulich, parce que c'était le mot qui était utilisé à l'époque pour dire que les choses n'étaient pas représentables. Et hmm, en plus, on insiste que la fonction donne une description complète du système. Donc, il n'y a pas de position des particules, il n'y a pas de vitesse des particules, il n'y a pas de propriété des particules en dehors de ce qu'on mesure dans le laboratoire. Mais je dis cette fonction ne peut pas être vue comme une fonction définie sur l'espace ordinaire. Et ça, c'est un problème. Donc, la signification physique doit être totalement différente de celle d'une onde, comme les ondes sonores ou lumineuses ou les ondes électromagnétiques, etc. Et comme je dis, la signification, on l'a vu, elle a un sens dans les laboratoires, mais pas en dehors des laboratoires. ouais. Mais Alors, alors, pour revenir au contraste entre une particule et n particules, c'est si tu prends une particule, le psi, valeur absolue au carré, peut être interprété comme une densité définie sur l'espace ordinaire. Alors, est-ce que c'est densité de présence de la particule, hmm, densité de probabilité de trouver la particule? Bon, mais au moins, ça a un sens de densité. Mais pour une particule, cette fonction-là ne peut pas être interprétée ainsi. Elle n'a aucun sens, si tu veux, sauf euh, dans le laboratoire. Et en particulier, pour revenir à notre ami le chat, la fonction d'onde du chat, même si tu réduis la fonction d'onde du chat vivant ou du chat mort, ne peut pas être identifiée à un chat, parce qu'un chat est localisé dans l'espace ordinaire, et la fonction d'onde, elle vit dans un espace abstrait à troisième variable. Et ça, c'est cette identification que les gens font tout le temps. Moi-même, je l'ai faite implicitement dans le temps, on n'y pense pas, et qui est une erreur. Et donc, le problème du chat, c'est pas seulement la superposition chat vivant plus chat mort, mais c'est la fonction d'onde du chat vivant ou la fonction d'onde du chat mort ne représente pas de façon évidente un chat. et donc du coup, pour replacer ça dans le contexte de la discussion et la façon dont ça s'articule avec le problème de la mesure, c'est que donc, enfin tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais le problème de la mesure, c'est en fait un problème qui porte sur l'incompatibilité entre deux dynamiques d'évolution de l'état quantique ou de la fonction d'onde. C'est ça, hein? Voilà. Mais à côté de ça, à côté de la question de pourquoi est-ce qu'on a deux dynamiques comme ça qui sont incompatibles pour comment dire, décrire l'évolution temporelle de la fonction d'onde, à côté de ça, il y a la question qui est une question différente, la question de à quoi est-ce que la fonction d'onde fait référence dans le monde physique, qui C'est est du ça, dans coup le monde en dehors ce du que tu appelles laboratoire. Oui, du coup, oui, je en pourrais dehors. mettre en lien, il y a un article que tu as écrit là-dessus, mais du coup, c'est ce que tu appelles le problème ontologique. C'est-à-dire Oui, l'ontologie en philosophie et en physique, c'est ce qui est, c'est un discours sur ce qui existe, quoi, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est. Et donc, du coup, il y a un vide ontologique, si on peut dire, parce que il n'y a pas de référence physique, on voit, enfin, on ne sait pas à quoi est-ce que la fonction d'onde fait référence dans le monde physique, quoi. mais c'est Euh, ce que j'ai dit avec l'électron. Tu vois, ouais, pour moi, c'est un sens clair de dire que la Lune ou n'importe quel astre se trouvera à tel endroit à tel moment, mais ça n'a pas de sens pour moi de dire ce qu'est la propriété de la fonction de l'électron quand il est là dans l'espace. Et ça, c'est la particularité de la mécanique quantique et qui est la source, à mon avis, de l'insatisfaction de la mécanique quantique chez beaucoup de gens. Et le fait que la fonction d'onde est définie sur l'espace, par exemple, pour deux particules sur l'espace comme ça, et pas sur l'espace réel, va avoir des conséquences importantes pour la question de la localité ou de la non-localité qu'on oui, discutera dans une séance ultérieure. Mais comme je dis, le problème fondamental, qui est plus fondamental que celui de la mesure, est de comprendre ce que signifie la fonction d'onde en dehors des laboratoires. Alors, ouais, il y a peut-être des gens, on verra ça la fois prochaine, qui ont une interprétation naïve de ce que les choses peuvent vouloir dire. Je ne vais pas la donner cette fois-ci, on la donnera la fois prochaine.
Mais avant d'aborder une solution à ce problème qui serait la théorie de Breuil-Baum, on doit aborder un autre mystère qui est la non-localité. D'accord. Et donc, juste pour revenir sur le décalage dimensionnel entre du coup l'espace de définition de la fonction d'onde, donc qu'on appelle l'espace des configurations, et l'espace physique qui lui est un espace en 3 dimensions. Pour revenir là-dessus, du coup, le rapport avec le problème de l'ontologie, c'est que on pourrait être tenté du coup d'adopter une stratégie assez simple qui consisterait à dire en fait la fonction d'onde du chat vivant, on peut l'identifier au chat vivant, et la fonction d'onde du chat mort, on peut l'identifier au chat mort. Et du coup, ta critique, c'est de dire non, ça ne marche pas parce que le chat vivant, c'est un objet qui vit ou enfin qui évolue, je ne sais pas comment dire, Ouais, dans l'espace physique, qui est un espace en 3 dimensions, alors que la fonction d'onde chat vivant, c'est un objet mathématique qui est défini sur un espace non pas en 3 dimensions, mais un espace de dimension 3 fois n, avec n le nombre de particules qui composent le chat. Donc, je ne sais pas combien il y a de particules dans un chat, mais ouais, euh, personne ne sait ça en plus. ouais, mais voilà, mais j'ai même pas, j'arriverai pas à donner de chiffres, mais bon, juste pour que les gens quand même se rendent compte, je sais pas, peut-être des millions ou Oui, au mais moins moi, des il y a millions. Donc, 10 exposants 23 molécules dans un centimètre oui, c'est cube. vrai, j'avais pas de, ouais, voilà, Euh, mais bon, c'est non, juste pour, le nombre d'Avogadro, non, mais le nombre est absurdement élevé. De toute façon, ouais, il y voilà, a c'est plus ça. de particules, il y a des électrons. Enfin, bon, Le décalage est énorme, quoi. tout truc n'a aucun sens, disons. Ouais. Ça n'a strictement aucun sens. Et donc, c'est même pas une question de savoir ce que ça veut dire, c'est même pas bien défini. Mais bon, moi, je mets ça de côté, tu vois. Et donc toi, enfin, la position que tu adoptes, c'est de dire que ce qui importe dans la recherche sur les fondements de la mécanique quantique, c'est pas tellement de résoudre le problème de la mesure, c'est de définir une ontologie claire, en fait, en C'est mécanique ça. quantique. J'aime pas le mot ontologie parce que ça Ouais, fait fuir les gens, mais disons tu préfères une dire quoi? description de la réalité physique qui Ouais, alors, et ce à quoi on arrivera finalement, c'est une description de la réalité physique en dehors des laboratoires qui expliquera ce qui se passe dans les laboratoires. Ça, c'est ce qu'on veut, idéalement. Alors, la plupart des physiciens pensent que c'est impossible, mais en réalité, c'est possible. Mais ça, on y arrivera. Mais arrêtons-nous ici parce que ça va être peut-être un peu long et oui, il oui, va falloir. peut-être ça suffit pour aujourd'hui. Et puis de toute façon, bah, c'est des questions qu'on aura l'occasion d'aborder à nouveau Ouais. dans les OK. prochaines vidéos. Bah, merci Jean, merci pour cette interview. Euh, T'as rien d'autre à ajouter? Non. Non, c'est bon? Ok, Bon. bon bah, et merci à vous si vous avez tenu jusqu'au bout. Et donc, on postera d'autres vidéos, enfin, d'autres interviews, quoi. Euh, Ouais. voilà. Bon, merci.